Maintenant, on va passer aux questions dans la salle. Est-ce que vous en avez des questions? Waouh, plein de mains levées, incroyable. Ah, une première question. Donc merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question. Vous nous avez dépeint un système qui est vraiment très favorable pour les startups, mais j'ose imaginer qu'il y a encore des trucs qui ne vont pas. Et selon vous, s'il fallait modifier quelque chose dans la réglementation française, qu'est-ce que ce serait? Non, mais je pense que moi j'ai déjà reçu vos mails, donc vous avez qu'à dire ce qui est dedans. Tu as deux trucs, enfin en fait trois que tu pourrais améliorer. Le premier, c'est qui utilise des freelances ici? Ok, normalement c'est 71% des startups qui utilisent des freelances. Et en fait, si tu veux, on est au 21e siècle, la création de valeur, elle ne se fait pas juste par les salariés. Tu as tout un écosystème de gens qui créent la valeur de ta boîte à l'origine. Et aujourd'hui, quand tu veux effectivement partager cette valeur-là, tu le fais avec des BSPCE, mais du coup, en fait, tu le fais que pour un petit bout des gens qui créent la valeur. Et donc, moi, le truc en fait pour lequel on se bat au sein de France Digital, avec la ruche qui dit oui à une époque, avec Itch, avec d'autres boîtes, c'est qu'en fait, tout simplement, quand une boîte comme Uber va faire son introduction en bourse, le chauffeur Uber, il voit rien en fait. Il n'y a rien qui change pour lui. Le directeur marketing d'Uber, lui, il y a beaucoup de choses qui changent pour lui. Et pour autant, tous les deux ont participé à créer de la valeur pour la boîte. Et donc ce type de choses, donc ce qu'on appelle dans le jargon barbare que seuls les cabinets spécialisés connaissent, c'est l'actionnariat des contributeurs non salariés. Ça, on pense que ce serait extrêmement attractif pour notre écosystème. C'est le premier point. Le deuxième point, tu as encore un sujet aujourd'hui, c'est les BSPCE sont ouverts que pour les startups françaises. Si tu es une startup britannique qui veut verser des BSPCE à ses salariés en France, tu ne peux pas le faire aujourd'hui. Ça, typiquement, ça fait partie des choses pour lesquelles on se bat. On pense que c'est hyper important pour l'écosystème. Et le troisième truc, mais alors là qui est peut-être un peu technique, mais en gros, si tu as plus de 25% de ta boîte qui est possédée par des personnes morales, tu ne peux plus verser de BSPCE. Et donc nous, on demande qu'il y ait une sorte de période de sursis où en gros, 5 ans après avoir passé ce seuil, tu puisses continuer à verser des BSPCE pour continuer à recruter des talents, etc. etc. Voilà, j'espère que j'ai été clair, pas trop technique. Très clair. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle? Oui, il y a un complément de Willy. Pardon. Juste un tout petit complément et juste d'un point de vue purement technique. En fait, toute action n'a pas les mêmes droits économiques et politiques. Et donc, il y a des structures de préférence qui vont s'empiler. Donc, typiquement, aujourd'hui, le gain se fait sur le différentiel entre le prix de vente de l'action et le prix d'achat. Et en fait, on pourrait imaginer discounter le prix d'achat en relativement aux différences de préférence par rapport aux autres types d'actions qui pourront être payées avant. Et donc finalement, les discounter leur prix pour augmenter l'écart et donc donner plus de valeur aux salariés. Et j'espère que ça se fera bientôt. Certains travaillent dessus, il y en a pas mal. D'autres questions dans la salle? Oui. Ouais, bonsoir. Merci Nicolas, parce qu'en fait, ma question, elle est dans ce que vous avez fini par dire. Comment, en fait, BSPCE, c'est pour les salariés, et du coup, les freelances, c'est un peu compliqué. Et du coup, BSA, quelle est la différence? Et deux, mon autre question, c'est, donc, on est fondateur, on veut réserver une part de BSPCE. Généralement, elle est de combien? Et quand la levée se fait, la dilution, je suppose, se fait sur l'ensemble des 100 actions, quoi, s'il y en a 100. Mais du coup, comment on peut anticiper le nombre à garder pour demain distribuer ces BSPCE? Vous voyez ce que je veux dire? Nicolas, si on se projette, je vais répondre. Je vais répondre. Donc, si je comprends bien, il y a deux questions. C'est la différence entre l'intéressement qui est réservé pour les employés, donc les BSPCE dont on parle, versus les BSA qui sont souvent utilisés pour les personnes qui ne sont pas des salariés. Et généralement, c'est binaire. Soit on utilise des BSPCE ou des actions gratuites
pour des employés. Soit on utilise quel autre instrument qui est le seul en fait à pouvoir être utilisé pour des personnes qui ne sont pas des salariés, qui sont des contributeurs non salariés, qui peuvent être des freelances ou autres. Donc, Ou des administrateurs indépendants. ou des administrateurs indépendants. Ouais, complètement. Mais pour répondre à cette première question, la différence est assez importante, c'est que les BSPCE, quand on les attribue et quand on les reçoit en tant que salariés et bénéficiaires, on ne paie rien, on les reçoit gratuitement. Mais c'est encore une fois, ce qu'on disait, c'est on reçoit le droit gratuitement d'acheter une action ensuite. Donc ça, c'est la différence, mais pour simplifier, c'est gratuit quand on le reçoit, ce droit, alors que quand on reçoit un BSA, donc il y a un bon de souscription d'action qui suit la même logique que des stock options. On donne un droit d'acheter une action sous réserve de certaines conditions et à un prix fixé à l'avance. Mais là, pour le coup, ce BSA-là, lui, on est obligé de le payer. C'est-à-dire que ce droit, on doit payer entre généralement 5 et 15% du prix de l'action qu'on pourrait acheter si on respectait les conditions pour l'acheter. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. Non, pas du tout, c'est compliqué. C'est, pour simplifier, gratuit les BSPCE, contrairement aux BSA qui sont payants pour le bénéficiaire qui les reçoit. Donc c'est quand même aussi, on revient dans une logique avec une dichotomie salarié versus indépendant. Ça peut faire débat, ça peut poser beaucoup de questions sur le financement de la sécurité sociale. On peut en parler toute la nuit si vous voulez. Non, on va éviter. Mais du coup, donc on pourrait utiliser, et il est possible tout à fait d'utiliser des BSA pour des freelances, parce que c'est des personnes qui ne sont pas salariées, qui contribuent à la création de valeur, si on reprend ce qu'on se disait là lors du panel. Et la différence, c'est que si on veut intéresser un freelance, là pour le coup, ce freelance devra payer 10%. Donc je donne un exemple, si les actions valent 100 €, on en a dit c'est 1000 €, et bien si on doit payer 10%, on doit payer 100 € pour recevoir le droit d'avoir ces BSA. Alors que si je donnais un BSPCE et que je recevais des BSPCE exactement avec ces mêmes données, je ne payerais rien, je ne donnerais pas 100 € de ma poche. Donc quand on multiplie par 10 cette somme de 100 €, là ouais, ça devient un peu plus compliqué. Et du coup, vu qu'il est freelance et que sa mission s'arrêtera dans X temps, du coup, dès la fin de sa mission, il exerce ses titres, donc il devient actionnaire. Là, on rentre dans un sujet très, très technique et très particulier, mais En gros, si je puis me permettre juste un conseil, donnez jamais un instrument de rémunération en capital à quelqu'un qui n'est pas salarié chez vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, on rentre sur un autre débat qui est relatif au droit du travail. C'est que, en fait, automatiquement, les URSSAF vous le requalifient en salarié. Donc juste abstenez-vous. Ouais. C'est Au-delà le de truc. l'aspect temporel qui est le freelance peut être en mission pendant un temps déterminé. Après, c'est pas la question, mais là, ce que dit Nicolas, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que le faisceau d'indices qui permet de dire non, tu es pas indépendant, tu es salarié. Le fait d'intéresser au capital, ça rentre complètement là-dedans, et en fait, l'entreprise se met à risque. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle c'est très souvent pas utilisé en fait pour intéresser des freelances, ce qui peut faire débat. Mais ça, c'était la première question. Deuxième question, c'était combien est réservé de capital, c'est ça, en fonction des tours, et pourquoi, ensuite, quelle est la dilution ? On va éviter de faire un cours trop long, parce que là, on va finir tard sinon. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que généralement, entre le seed et la série A, c'est entre 5 et 10% du capital de l'entreprise qui est réservé. Et ça augmente forcément avec la maturité de l'entreprise et son développement pour des besoins très simples qui sont opérationnels. Je recrute, donc j'ai besoin d'intéresser des personnes au capital, les personnes qui vont rejoindre l'aventure. Et si je partage le capital avec tout le monde, forcément il en faut beaucoup. Ça répond aussi à la logique qui était celle dont on parlait un petit peu, sales versus ingénieur, qui en bénéficie plus que d'autres. Donc c'est vraiment aussi l'entreprise telle qu'elle, sa culture, et est-ce que c'est une entreprise très tech qui recrute des ingénieurs, auquel cas il faudra peut-être réserver un volant plus important, versus une entreprise purement e-commerce qui a moins de besoins avec ce type de profil, donc qui peut en réserver moins. Ça répond à une logique très, très particulière et du cas par cas. Et pour répondre à ta sous-question, la question 2, je crois, c'est ça, mais c'est qui subit cette dilution, comment on réserve, ça c'est typiquement à avoir en tête quand on lève des fonds. C'est le moment où on se pose cette question-là. Et la dilution est supportée par les personnes qui détiennent du capital lorsqu'on met en place le pool. Et après, les investisseurs rentrent dans le capital et ne sont pas dilués parce qu'eux, ils investissent dans l'entreprise et ils ne supportent pas la dilution de la mise en place du pool, généralement. Voilà. D'autres questions, on va peut-être pas... Deux, trois micro-commentaires. Donc, vraiment, l'approche, c'est de dire
globalement, tu vas avoir genre 10% de stock par tour, tous les 18 mois, et tu vas anticiper les recrutements à venir, et tu vas les distribuer en fonction des recrutements à venir, c'est 10 points là-dessus. Et en gros, tu as une sorte de double comptabilité entre la société, ce qu'on appelle en not fully diluted, c'est-à-dire que les actions effectivement en place, et la fully diluted, c'est-à-dire les actions plus toutes les options qui pourraient se transformer en actions, et donc tu compares toujours ces deux bases. Et donc dès que tu fais une opération qui touche au capital, tu regardes à la fois sur le not fully diluted, les actions effectives, et ce qui pourrait se passer si l'ensemble des gens qui ont des options les transforment en options. En action, pardon. D'ailleurs, ces petits éléments, c'est bien, tu me tends une perche, tout est marqué dans le bouquin, dans le glossaire, où tout est vulgarisé sur ces questions, fully diluted, non fully diluted, de quoi on parle. C'est vraiment aussi l'objet pour lequel on a créé ce guide, avec l'ensemble de l'équipe, que j'en profite d'ailleurs pour remercier pour tout le travail, que ce soit sur le design, que ce soit sur le baromètre et cette soirée. Mais fermer la parenthèse, c'est vraiment le but, et nous, notre volonté de vouloir vulgariser ce que ça veut dire d'intéresser au capital. Mais en fait, quand on se dit c'est quoi intéresser au capital, ça reprend tout ce qu'on a pu aussi se dire ce soir autour du panel. On va peut-être prendre 2 dernières questions, et après on va passer à la partie un peu plus sympathique peut-être, networking, pas, et boisson. Ça va être sympa. Merci. Alors moi j'avais une question qui bouclait un peu en fait avec la fin de l'intervention, qui était peut-être de préciser un peu quel est le profil type de la start-up, même si c'est pareil, ce qu'on entend par start-up parfois est un peu ambigu, mais qui justement peut rentrer dans ce schéma-là, parce qu'on comprend qu'en fait il y a quand même deux leviers principaux, enfin 2 facteurs d'incertitude, c'est le montant à terme qu'on va pouvoir, enfin la plus-value à terme pour l'employé, la dilution que ça implique pour les fondateurs, et puis la liquidité. Et donc la question, c'est qu'une start-up qui n'a pas forcément vocation à s'embarquer dans des rounds infinis de levée de fonds, des perspectives d'IPO ou de rachat à terme très cher par un concurrent, comment est-ce qu'elle peut rentrer dans ce système-là si elle a juste vocation à être une boîte qui va bien fonctionner à un moment donné, vivre, générer du cash, comment est-ce qu'elle garantit une liquidité de sortie à tous ces gens qui sont embarqués là-dedans? Et puis comment aussi elle évalue le fait que ces 5% qu'on réserve l'actionnariat salarié au début représentent quelque chose de significatif pour quelqu'un, parce que si on ne représente pas des milliards, est-ce qu'on peut vraiment embaucher des équipes, des CTO, etc., en faisant miroiter des BSPCE dont finalement la valeur à terme sera peut-être pas forcément énorme, parce que la capitalisation ne sera pas dingue non plus peut-être de la start-up. Donc quel est le prototype type de la société qui peut s'embarquer là-dedans, et quelles sont celles en fait qui ne qualifient pas structurellement en fait? Juste un point très rapidement, si tu es bootstrappé, que tu fais du bénéf très rapidement, etc., franchement, il y a des outils qui s'appellent l'intéressement et la participation, et qui sont très bien. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, ouais, BSPCE, action gratuite, c'est plutôt pour des boîtes dont la profitabilité va se faire plutôt à moyen terme, et pour lesquelles tu as quand même besoin de montrer que tu partages la valeur au sein de ta communauté. Voilà. Mais est-ce qu'il faut un énorme marché? Je veux dire, je comprends effectivement si on a rapidement de la rentabilité, mais si on a une rentabilité qu'à moyen terme, et pour autant sur un marché de niche qui n'a pas vocation à représenter une capitalisation énorme à terme. Quand on est dans cet entre-deux, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas faire d'intéressement par participation parce qu'on n'a pas les revenus pour, enfin en tout cas on ne s'intéresse personne, et puis on n'a pas forcément la capacité de générer la valeur à terme qui peut justifier le fait que des collaborateurs s'engagent sur ce schéma-là. Je pense qu'il y a 2 choses. Déjà, c'est les salariés ne sont pas des homo economicus purs, et je pense qu'il n'y a pas que l'appât du gain qui va jouer dans leur choix. Et effectivement, l'affectio societatis, la culture, beaucoup de choses jouent aussi sur la décision. Donc ça, c'est la première aparté. Et la seconde, c'est, je pense que, et ça revient un peu à ce que je disais dans le deal, je pense qu'il y a une vraie question qui est comment vous ancrez la vision future de ce que vaudra les BSPCE. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des scénarios, en mettant des valos de sortie et des dilutions hypothétiques, en disant voilà à peu près, selon ces scénarios, combien vous allez gagner. Et donc si ton marché, tu considères qu'il est plus limité que Facebook, il suffit juste d'être très à l'aise toi-même sur les scénarios encore une fois, que tu retiens pour ancrer, pour faire le calcul, quoi. Et après, c'est toi qui choisis de te diluer ou pas. Est-ce que ça implique sur toi, ton gain futur, par rapport à ton besoin de recruter des gens aujourd'hui, par rapport à ta capacité à lever des fonds externes pour pouvoir te financer.
Et après, sur la garantie de la liquidité par essence se garantit très difficilement parce que tu ne la garantis que quand tout se passe bien. Et en fait, quand les choses se passent mal, soit dans ta boîte, soit dans le marché externe, tu réussis jamais à avoir la liquidité. Donc garantir la liquidité, c'est souvent une mauvaise idée. Une dernière question. Et... Merci. On a beaucoup parlé des salariés et des fondateurs. Il y a un troisième acteur qui est aussi intéressé dans le capital et dans les notions de dilution et de valo, c'est les investisseurs. Et justement, quel est aujourd'hui dans l'écosystème français le rapport des investisseurs à l'attribution de BSPCE, de valorisation, de dilution? Est-ce qu'ils voient plutôt ça comme un moyen d'encourager les meilleurs à rejoindre les startups ou encore peut-être comme voilà, quelque chose qui dilue le capital de la boîte? Eh ben, c'est un super test pour tester votre investisseur. Si globalement vous sentez qu'il ne veut pas émettre des pools de stock options, ça en dit long sur sa culture et sa philosophie. Globalement, il y a quand même une pratique massive des marchés qui fait que les gens se calibrent les pools à peu près au même niveau et ils savent très bien que c'est important pour attirer et pour retenir, enfin, ce qui a été dit depuis le début. Donc je pense qu'en réalité, dans la plupart des fonds de capital risque en France, aussi parce qu'il y a de la compétition en ce moment et que si il y avait qu'un fonds sur Terre qui était market maker, je ne sais pas à quel point sa philosophie altruiste serait révélée nécessairement, mais non, globalement, les gens sont assez d'accord. Après, il y a toujours des aspects techniques, et donc soyez toujours proche de sociétés comme Equity ou de cabinets d'avocats, parce qu'il y a plein de façons d'implémenter des stock options, et vous pouvez très bien partager la dilution. Les nouveaux rentrants en disant que finalement, les stocks permettent d'incentiver les salariés à venir, et donc c'est logique d'un point de vue rationnel de partager cette dilution entre investisseurs et entre shareholders actuels. Ou vous pouvez dire non, les stocks, la dilution ne pèsera que sur la base de shareholders actuels, et ça peut avoir des impacts assez forts selon les tours, selon les valos et les montants levés. Merci à tous. Merci beaucoup. Oui. Un dernier mot? Tu veux on peut continuer toute la soirée? Allez. Non, après, le problème, c'est qu'après, je vais être bavard sur ce sujet, mais en vrai, il y a quand même aussi d'autres choses à voir sur ces points de vue. C'est que c'est comme globalement des discussions que vous avez au board, les émissions de pool. Et il y a plein de façons de le structurer en termes d'augmentation de capital dans la term sheet et dans le pacte. Mais il y a aussi dans le plan de BSPCE, il y a aussi beaucoup de choses, notamment est-ce que les salariés doivent acheter tout ou partie, combien de temps ils ont pour acheter les options, et tout ça est vachement impactant. Et il y a beaucoup d'investisseurs là pour le coup qui sont plutôt en se disant on va limiter la capacité des salariés à pouvoir, on va limiter les situations dans lesquelles ils peuvent acheter ces options. Et ça, c'est un truc auquel il faut faire super gaffe. Et les entrepreneurs, battez-vous pour défendre les intérêts des salariés, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un salarié qui est lésé parce qu'il avait que 30 jours pour acheter et qui devait acheter 100 000 euros, et qu'en 30 jours, c'est compliqué à réunir 100 000 euros. Quoi. Et ça paraît caricatural, mais en vrai, c'est des choses qui arrivent assez souvent et qu'on anticipe peu, et c'est vraiment aux fondateurs de se battre là-dessus. Voilà pour le mot de la fin. Enthousiaste, déterminé, partageons la valeur entre entrepreneurs, actionnaires et salariés. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir participé à notre panel. Merci à vous.